Alexandre Vautravers, je vous le disais, en ce moment, on assiste à une véritable guerre des drones. Les incursions se multiplient sur le territoire aérien européen. Finalement, quelles sont les technologies qui sont en place en ce moment, côté Kiev, mais aussi côté Moscou? Il existe toute une série de techniques et de technologies différentes. Le problème est qu'il n'y a pas une seule technique, il n'y a pas un seul moyen qui permette de résoudre la totalité des problématiques liées aux drones. Donc il faudra plusieurs différents types de moyens, des moyens aériens, des moyens de capteurs, il faudra des procédures juridiques, comme on a entendu tout à l'heure, et puis des moyens de défense sol-air, de défense contre avion. Et la problématique, c'est que beaucoup de ces moyens ne sont pas conçus, ne sont pas dimensionnés pour être utilisés en temps de paix. Et cela veut dire que pour l'instant, c'est-à-dire finalement qu'aujourd'hui, ce qui se joue là, ce n'est pas que au sol avec des soldats, mais c'est une guerre où toutes les technologies sont utilisées. Absolument, en allant de l'espace jusqu'aux capteurs qui sont basés sur le sol ou qui sont installés sur des mâts télescopiques, on peut dire qu'il y a toute une panoplie de technologies qui vont être nécessaires. Mais comme je le disais tout à l'heure et comme votre reportage le disait très très bien, ces technologies sont en principe conçues pour être utilisées en temps de guerre. Or, aujourd'hui, la question est de savoir est-ce que les pays européens sont effectivement attaqués, est-ce qu'ils sont effectivement en guerre? Et dans ces cas-là, si on part sur cette hypothèse-là, comment ça fonctionne, comment ça marche? On évoque effectivement l'utilisation, en tout cas, il l'avait fait Volodymyr Zelensky à la tribune des Nations Unies, il a évoqué donc l'utilisation de drones qui pourraient être armés. Est-ce que ça, c'est une hypothèse réelle? Absolument. Il y a d'une part des avions de chasse, ça votre reportage le dit très bien. On utilise aussi aujourd'hui des avions un petit peu plus classiques avec des hélices qui volent plus lentement et qui sont peut-être mieux adaptés pour l'interception de drones. On utilise également des hélicoptères en Ukraine pour intercepter ces drones à bas prix. Il y a toute une série de techniques et de moyens militaires de défense sol-air dont on a parlé tout à l'heure. Et puis il y a bien sûr des systèmes électromagnétiques qui vont brouiller qui vont être en mesure de détruire en fait certaines composantes électroniques ou de guidage de ces drones. Donc vous voyez, la palette est très très large. La problématique, c'est que ces moyens sont conçus pour être utilisés dans un contexte de conflit armé et on a du mal à imaginer qu'en Pologne, au Danemark, en Allemagne, puisque parmi les différents incidents qui ont eu lieu ce week-end, il y a aussi eu des survols de navires de guerre allemands, eh bien il est difficile d'imaginer que tous les pays européens tirent, que ce soit des ondes électromagnétiques ou que ce soit des missiles dans leur espace aérien. Vous évoquez effectivement le fait que oui ou non, en tout cas les Européens, les alliés européens de Kiev pourraient être impliqués, mais n'est-ce pas déjà le cas? Qui fournit les drones aujourd'hui à l'Ukraine? Fournit les drones à l'Ukraine, la Chine, je suis obligé de vous répondre, puisqu'une très grande majorité de ces drones sont des appareils commerciaux, ce que l'on peut trouver dans le commerce. Et bien sûr, il y a toute une série de techniques très sophistiquées qui sont utilisées pour pouvoir moderniser, pour pouvoir adapter ces drones, pour pouvoir supprimer un certain nombre de garde-fous, un certain nombre de limites de sécurité de ces drones. Et puis ensuite, de l'autre côté, il y a toute une série de drones alors militaires qui coûtent beaucoup plus cher et dont les capacités sont également plus importantes. Alors ces dernières semaines, vous l'avez également évoqué, il y a eu des incursions aériennes sur les territoires donc roumains, suédois, danois. Rien n'est prouvé et Moscou dément, mais potentiellement, est-ce une manière de tester les alliés de Kiev? C'est très clair et en fait, pour s'en convaincre, il suffit de retourner un petit peu en arrière dans l'histoire, dans les années 2010-2011, lorsque en Russie, il a été développé cette doctrine de ce que l'on appelle aujourd'hui la guerre hybride. C'est un nom nouveau pour parler de subversion, quelque chose que l'on connaît depuis les années 1950-1960 et dans lequel l'Union soviétique à l'époque était très
très compétent et disposait de beaucoup de moyens. Donc en fait, vous retrouvez absolument tous ces outils qui sont faits pour saper la confiance, le moral, on pourrait dire la paix dans les pays européens, pour saper la confiance dans les institutions politiques, pour pouvoir accentuer les différences qui existent entre les pays qui soutiennent l'effort de guerre et de défense en Ukraine et celles qui sont beaucoup plus, on va dire, réservées vis-à-vis de leur implication pour soutenir Kiev. Alors, Moscou, on le rappelle, dément à être derrière ces incursions, mais comment déterminer techniquement d'où viennent ces objets ? Ce n'est pas très compliqué puisque, en réalité, certains des drones qui ont effectué ces survols, non seulement au-dessus d'aéroports civils, mais également au-dessus de bases militaires dans plusieurs pays, comme par hasard des bases militaires, que ce soit au Danemark ou ailleurs, qui abritent les tout nouveaux appareils, les tout nouveaux avions de combat F-35 qui ont été acquis aux États-Unis. Donc, comme par hasard, vous avez un intérêt particulier pour ces machines, pour ces nouveaux avions de combat. Et certains de ces drones ont été neutralisés, ont été capturés. Et bien sûr, les résultats de cette collecte, de cette capture, vont être partagés entre les différents alliés de l'OTAN. Et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, lui annonce que ces drones seraient partis de pétroliers russes. Berlin, aujourd'hui, annonce également prendre des mesures contre les drones. Quelles sont les capacités de nuisance de ces drones aujourd'hui ? Les capacités de nuisance sont très importantes puisque, encore une fois, beaucoup de ces drones dont nous sommes en train de parler aujourd'hui sont des drones qui sont relativement peu onéreux. On est en train de parler de quelques dizaines de milliers d'euros au plus. Et pour pouvoir neutraliser, pour pouvoir déjà identifier, intercepter ces drones, on est en train de parler de mesures et de systèmes techniques qui coûtent des centaines de milliers d'euros. Et j'en resterai là parce que, bien sûr, le prix d'un missile guidé de défense sol-air est beaucoup plus important que ce dont on est en train de parler ici en termes de technologie de drones. Copenhague annonce aujourd'hui qu'il est interdit pour les drones civils de survoler son espace aérien. Mais alors, comment les pays peuvent-ils se défendre face à ces nouvelles armes technologiques ? Le rapportage que vous avez montré tout à l'heure le dit de manière tout à fait excellente, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr d'un côté les outils, les matériels militaires qui sont nécessaires pour abattre, pour neutraliser les drones, mais cela ne va pas résoudre tous les problèmes, déjà parce qu'il n'y a pas suffisamment de ces moyens à disposition, et deuxièmement parce que l'utilisation de certains de ces moyens, comme par exemple des brouilleurs électromagnétiques, ne peut pas se faire au cœur d'une ville, à proximité d'un aéroport international ou de systèmes de communication ou de banques ou de systèmes de transport public. Donc il va falloir aussi une adaptation et une réflexion au niveau de la gestion et de la sécurisation des infrastructures critiques comme les aéroports, comme d'autres installations. Et bien sûr, cela passe par une adaptation de certaines bases légales. Alexandre Vautravers, nous avons parlé un peu plus tôt dans cette édition de la Moldavie avec le PAS, le parti pro-européen qui vient donc de remporter les élections législatives. Des ingérences russes avaient été dénoncées par les autorités. Ce résultat, finalement, c'est une défaite pour Moscou ? C'est une immense défaite pour Moscou qui ne va absolument pas en rester là, puisque cela fait de très nombreuses années. Vous savez que les différends sont très très importants entre le gouvernement actuel et puis ou la majorité actuelle et puis le gouvernement russe. Vous n'êtes pas sans savoir que la Moldavie ne dispose pratiquement pas de forces armées. Les rares avions dont elle disposait ont été vendus aux États-Unis d'Amérique, qui les ont ensuite immédiatement ristournés à l'Ukraine. Et donc au moins certaines parties de ces avions de guerre MiG-29 volent aujourd'hui sous les couleurs de Kiev. Donc vous aurez compris que cela fait longtemps que la Russie s'intéresse à cette région du monde, dispose de troupes dans le sud de la Moldavie qui ne sont pas prêtes de s'en aller, et l'ingérence de Moscou en Moldavie n'est pas prête de s'arrêter. Vous parlez de l'ingérence russe et justement élection présidentielle, maintenant élection législative. Les autorités ont dénoncé les ingérences russes. Comment ça s'est traduit sur le terrain en Moldavie ?
Pour parler de manière extrêmement concrète, vous avez depuis des années maintenant des agents qui proposent de payer des votes, de payer des voix. Alors, selon qui vous êtes, selon l'influence que vous pouvez avoir dans votre communauté, dans votre village, ces agents d'influence payent entre $30 et $300 pour obtenir votre voix. Alexandre Vautravers, merci beaucoup d'avoir été l'invité d'Autour du monde aujourd'hui.